Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso ? Faire des choix en conscience ? Les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Asma Ghaffari, mon invitée du jour, a un parcours dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître. Brillante élève, investie, appliquée, elle a rempli le contrat familial en faisant de grandes études scientifiques. Son doctorat en poche, Asma se retrouve maître de conférences face à des étudiants de tous milieux, de tous horizons, qui lui confirment ce qu'elle pressent. Il n'y a pas qu'elle qui se pose des questions sur ses choix d'orientation et de carrière. Animée par une forme de colère vis-à-vis de l'école qui encourage si peu à faire ses propres choix, elle décide d'accompagner celles et ceux qui ont suivi la voie toute tracée pour eux et ne s'y reconnaissent pas. Asma est passionnée de développement humain, de pédagogie et engagée pour accompagner les individus à mieux s'orienter et à faire des choix de carrière, de vie, davantage en conscience. C'est la mission qu'elle et son associé Laurent Paulet se sont donnée depuis la création de Primavera en 2013. Dans cet échange, Asma nous emmène avec elle dans son enfance à Tunis dans les années 80, dans les dîners familiaux animés juste après l'obtention de son bac. Et avec Asma, nous abordons des questions que beaucoup d'entre vous se posent ou se sont posées. À quel moment on mobilise son courage pour commencer à faire des choix par soi-même ? Comment on s'affranchit des attentes des autres pour tracer sa propre voie, quel que soit le moment de carrière ou de vie dans lequel on se trouve d'ailleurs ? Comment se libérer aussi de la pression à prendre la bonne, entre guillemets, décision ? Pourquoi les femmes questionnent davantage leur parcours pro que les hommes ? Statistiques à l'appui. Asma nous propose aussi des idées concrètes quand on est en plein questionnement. À quoi prêter attention quand on se pose des questions sur la suite de son parcours pro ? Par où commencer quand on est en plein doute, qu'on sait ce qu'on veut plus, mais que la suite est comme un épais brouillard ? Et vous verrez, sa réponse est totalement contre-intuitive. J'ai adoré ce qu'Asma a partagé sur la notion de tolérance à l'inconfort, sur la sensation d'équilibre comme une question d'énergie et pas du tout de temps, et sur sa manière d'aborder la question de l'orientation de ses propres enfants. C'est un épisode riche, concret, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute. Bonjour Asma. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Les Équilibristes. Je suis très heureuse de t'y accueillir. Merci. Et j'aimerais qu'on commence par découvrir la petite Asma de 7 ans. De savoir dans quel environnement tu as grandi, de quoi tu rêvais, les messages que tu recevais, c'était comment ? Alors, si je remonte à cette époque, donc j'étais à Tunis. Asma, la petite Asma, elle était timide, réservée, rêveuse. Elle ne faisait pas de vagues. Elle a très vite compris que si elle faisait comme elle voulait, elle serait moins acceptée. De quoi je rêvais ? Je pense qu'Asma rêvait de couleurs, d'espace, de cadres créatifs. Ah oui. Mais c'était pas tant la culture de la famille. Donc, être aimé, c'était plus important qu'être aimé pour ses créations, et c'est comme ça qu'Asma a grandi, avec ces messages-là. Ouais. T'avais des frères et sœurs ? Oui, j'étais l'aînée, enfin je suis toujours l'aînée. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Ouais. Donc, avec pas mal de différences d'âge, on est très espacés. Et donc une forme de aussi, je pense que très vite j'avais conscience de ce rôle d'être un peu le modèle. Et en plus, je suis la première petite fille, ou premier petit enfant en tout cas, de la grande famille paternelle et maternelle. Ah ouais. Les regards étaient tous posés sur moi. Ah ouais, la pression. La pression, voilà. Ouais. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de il faut vraiment être à la hauteur. Ouais.
Et comment ça se manifestait C'était dans ce qui était attendu dans tes résultats scolaires, dans ton comportement? C'était quoi? Ah oui. C'était à la fois dans le comportement. Alors comme ma nature s'y prêtait bien, j'étais plutôt docile. Voilà, je ne faisais pas de problème. J'aidais. Voilà, je ne montrais pas beaucoup ce qui se passait intérieurement. Ah ouais. Sur les résultats, alors oui, bien sûr. Je me souviens d'une anecdote. Tiens, ça me revient, mais je l'avais pas conscientisé depuis un moment. C'était au primaire, je pense la 2e année primaire, ou 3e, et je pleurais au retour de l'école. Alors la famille m'accueille avec beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a eu nos résultats. Et j'ai dit, ma copine est seulement 2e. Et alors? Et toi? Je suis 1re. Mais elle est très triste, ma copine. Ah ouais, l'empathie. Mais en fait, j'ai pris conscience que ma réaction leur a fait peur à mes parents. Que je sois à ce point inconsciente, peut-être, le mot. Inconsciente que c'est qu'il faut que je cherche l'excellence pour moi, en fait. Le premier rang pour moi. Et j'ai toujours cherché finalement le premier rang pour remplir ça. Pour remplir pour les rassurer. Contrat, quoi. Oui. Et tu te projetais dans ta vie d'adulte, tu t'imaginais, on a souvent des rêves de métier quand on est petit. Tu te souviens de ce qui te faisait envie à cette époque-là? Pas du tout. J'ai aucun souvenir et je ne pense pas, en fait, m'être projetée. Ah oui. J'ai plus l'impression, aujourd'hui adulte, que quand j'étais enfant, je vivais à l'intérieur. Ah oui. Qu'il n'y avait pas d'extérieur. Je vivais beaucoup à l'intérieur. Alors, très petite, dès 3 ans, j'aimais beaucoup me mettre sur une petite table avec des crayons et une règle et dessiner des formes géométriques. J'aimais beaucoup ça. Plus tard, à l'adolescence, je faisais des croquis ou je recopiais des dessins de bande dessinée. Mais pas de projection réelle d'un métier qui m'aurait transportée pendant un moment. Et est-ce qu'on rêvait pour toi? Est-ce que tu avais... Oh oui. Ah oui, ça c'était... le destin était clair. C'est peut-être pour ça que je ne me faisais pas un souci et que peut-être je m'économisais une énergie vaine. Oui, le destin était clair. Il n'y avait pas à tergiverser. La route devait être tracée par les études. Et il faut aussi se mettre dans le contexte. Les années 80, à Tunis, je suis une jeune fille. Mon papa est professeur. Ma maman a tout fait pour vraiment rester à la maison, s'occuper de nous. C'était sa priorité. Et donc, tout est orienté sur nos études. Et comme j'étais la première, il fallait réussir cette expérience. Et avec le premier déjà, pour tracer pour les autres. Et donc oui, pour mon père en particulier, la vision était très claire. Il fallait briller par les études pour obtenir une forme d'émancipation. Parce que pour lui, une femme, il faut pour qu'elle puisse briller, c'est les études. Ouais. Et les études scientifiques dures. Ouais. Oui, c'était même pas... D'accord. Oui. Études scientifiques dures. Oui. Ok. J'allais te demander comment tu as fait tes choix d'orientation. Ils se sont faits tout seuls. Tu as suivi. Exactement. Alors, j'ai osé une petite hésitation. Mais je pense que mon papa, il est pédagogue aussi. Il m'a laissé un petit peu vivre cette expérience en se disant que elle va revenir au principe de réalité. Ouais. Donc, à la fin du collège, j'hésitais entre la filière littéraire et la filière scientifique. Ouais. J'étais vraiment dans l'hésitation parce que comme j'étais bonne parteuse, que beaucoup de choses m'intéressaient.
j'ai eu cette hésitation, mais ça n'a pas duré longtemps parce que voilà, au bout d'un moment, papa intervient. Et donc, je suis la filière scientifique. Et à la fin de mon bac, quand j'ai eu mon bac, là, l'hésitation a duré un peu plus. Parce que, comme je te disais, il n'y avait pas de projection. Mais au fond de moi, voilà, une retenue quand même pour dire, je ne vais pas quand même laisser faire comme ça, complètement de manière automatique. Et donc, je me souviens, et toute la famille se souvient du mois post-bac, post-résultat, où ça a duré longtemps, nos soirées avec papa, de discussions animées et moi, on pleure. C'est vraiment quelque chose qui marque mes sœurs et ma maman. Et voilà, parce que je ne pouvais pas me résoudre à le choix globalement qui m'était présenté. C'est tu veux pas faire médecine, parce que pour moi c'était au moins quelque chose de clair. Je ne voulais pas faire médecine. J'avais trop peur du sang. Voir des gens souffrir, c'était insupportable. Si tu veux pas faire ça, il te reste un seul choix. Les prépas. Il faut continuer à faire, aller au plus loin. Et je trouvais ça trop facile. Enfin, comment conclure comme ça alors que j'ai travaillé tant que ça pour m'ouvrir des voies. Donc, voilà. Et à demi-mot, les arts plastiques, peut-être. Non, mais tu penses même pas. Mais comment est-ce possible? Mais tu as quand même osé le dire. J'ai osé le dire. Peut-être que c'était pour moi, pour un peu me dire, voilà, j'ai quand même fait ça. Ouais. Après, j'ai dit, architecture, c'est peut-être un peu plus scientifique. Non, mais tu vois le nombre d'architectes, le cabinet d'architectes vide qui ne trouvent pas de boulot. Donc, et après, j'ai pris conscience que je suis pas la seule, en fait, à avoir fait ce chemin-là comme ça. J'ai hérité comme tant d'autres. Nous avons hérité des peurs de nos parents de manquer, de leur peur de pas être reconnus socialement, parce que ma famille vient d'un milieu modeste. Et tout ça fait que la priorité était d'aller là où le marché, économiquement parlant, le marché peut répondre à nos attentes sociales. Là, tu as fait, j'ai envie de dire, en osant dire que éventuellement les arts plastiques, ça t'intéressait. Je repensais aux couleurs dont tu parlais au début. Tu as fait preuve de courage. Et le mot courage, il est énormément revenu la première fois qu'on s'est parlé, Asma. J'aimerais bien qu'on l'explore sous plusieurs angles. Ça veut dire quoi pour toi, le courage? Pour moi, le courage, c'est une force. C'est celle qui nous pousse à nous mettre dans des situations nouvelles, risquées, non conformistes. C'est vraiment pour moi le courage, vraiment, c'est là où ça se révèle, en fait. Sortir du sentier tracé, peut-être du coup, ça en fait partie, tout à fait. Oser se démarquer, oser faire ce qui n'est pas attendu. C'est une forme de courage aujourd'hui, socialement. Pour moi, c'est la forme de courage la plus... pour moi, voilà, celle que je respecte, en tout cas, ou que j'admire. Et donc, à quel moment tu l'as mobilisé, toi, ce courage? Parce que t'en fais preuve. À quel moment tu l'as mobilisé et où est-ce que tu l'as trouvé? Où est-ce que tu l'as puisé? Je pense que pendant toute ma jeunesse, je parlais de cette docilité qui m'a toujours caractérisée. Je n'ai pas fait de vague et j'ai suivi le modèle qu'on m'a proposé. A posteriori, non pas pour me jeter des fleurs, mais je me dis... C'était une forme de sagesse quand même. Il n'y avait pas à lutter. Il n'y avait pas à lutter à cet endroit-là, à ce moment-là. Non, c'était pas ça. Mais j'ai eu le courage après de me lancer, en fait, de rompre avec, une fois que j'ai rempli le contrat filial et que j'ai obtenu mon doctorat, je me suis donné le droit de dire, bon, maintenant, je vais faire des choix par moi-même. Alors, comment ça va se passer? C'est là où j'ai commencé à sentir le sol se dérober et là où je me suis dit, bon, là tu oses, en fait. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur en particulier. Je pense que c'est quelque chose qui a couvé. Et je sentais monter en moi
intérieurement, une grande insatisfaction, en fait. Vraiment. Beaucoup de critiques aussi, beaucoup de les réflexions sur le modèle éducatif me faisaient toujours j'ai observé ça en fait, je me faisais toujours réagir de manière animée. Donc j'ai commencé à déceler chez moi des signes de colère intérieure. Oui. Et peut-être que c'est ça en fait, je me suis programmée pour aller jusqu'au bout et après être libre de me donner ce courage-là. C'est intéressant. En t'écoutant, je me dis, c'est peut-être ça le courage. C'est peut-être avoir cette envie d'écouter cette colère qui est parfois toute sourde au début, mais qui prend de l'ampleur. Oui, tu as raison. Ouvrir cette porte-là, ça demande du courage. Oui, absolument. Et t'animais récemment une conférence sur le thème « Comment préserver ses valeurs dans un monde en crise ». Je trouve ça passionnant comme sujet. Avec la mention « Comment les diplômés du supérieur peuvent concilier des choix de carrière audacieux pour les enjeux de la planète ou pour leur santé et un réalisme dans leur rapport au marché du travail ». Oui. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette double contrainte parce que je l'entends beaucoup chez mes auditeurs, chez mes auditrices et de ces envies qui sont a priori inconciliables. Oui. Mais... oui. En fait, ce dilemme-là, c'est la première difficulté, justement, qui empêche les gens d'ouvrir cette porte et de se donner ce courage et ce droit de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? C'est une fausse croyance, évidemment, de penser que c'est pas conciliable. Mais elle est là, et tant mieux, on va dire, on passe par là, parce que elle pousse les personnes, elle nous pousse à se demander comment je peux faire, voilà, presque à s'arracher là, un peu les cheveux, mais comment je peux faire? Est-ce que c'est râpé? Est-ce que c'est une fatalité? Et pour certains, cela demande un peu de temps pour que le seuil de souffrance aille suffisamment loin pour accepter l'idée de remettre cette croyance en jeu, en question. Pour d'autres, il faut se résigner ou attendre, ou voilà. Mais voilà, c'est une croyance qui joue pas mal. Je le trouve dans le passage à l'action entre subir docilement et prendre les choses en main. On n'en a pas encore parlé, mais tu as cofondé Primavera avec Laurent Paulet. Oui. Raconte-nous ça, cette genèse ou la maturation peut-être lente aussi de ce projet-là. Alors oui, c'est une maturation lente parce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé par me poser cette question, mais tout de suite, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire si j'avais à faire mes propres choix par moi-même? Et c'est vraiment ça, c'était le vide abyssal. Bien, alors je commence par où? Je fais quoi? J'ai obtenu mon premier poste qui est toujours en fait mon poste d'enseignant-chercheur à l'époque à Centrale Paris, aujourd'hui elle s'appelle Centrale Supélec. Donc le sentiment en plus d'être mariée avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la vie, donc ça pèse hein, quand on se lance dans un mariage et qu'on est un petit peu en doute, c'est pas très bon signe. Donc ça pesait beaucoup, mais j'avais pas les moyens de dire que si je refuse ça, je mets quoi à la place? Je ne sais pas. Donc je m'y suis lancée et comme tout enfin c'est ce que ma philosophie, c'est tout a une raison en fait. Voilà, je suis passée par là pour aussi vivre certaines expériences et pouvoir les transformer pour mon chemin, mon propre chemin. Ce passage-là par l'école centrale et la rencontre avec ceux qui furent mes étudiants, c'était un élément important. Et peut-être même à la source, en fait, à la genèse de la création de Primavera en 2013. Donc, entre 2002, l'obtention de mon doctorat, et 2013, il s'est passé beaucoup de choses, mais cet élément-là était un élément fondateur. Parce que j'ai vu chez mes étudiants, vraiment, ils étaient mon miroir, leur détresse, leur questionnement, je me reconnaissais en eux, et en même temps, je mesurais
l'ampleur du gâchis. Et je me dis, waouh, il ne s'agit pas de ma petite personne seule qui erre. Il s'agit de tout ce monde-là. Et globalement, après, j'ai fait quelques interventions aussi dans d'autres écoles de commerce, d'université, auprès de publics un peu de la diversité aussi, par Mosaïque Arrache. J'ai pu confronter ça à la diversité des parcours. Et ma conclusion était, en fait, tous les diplômés du supérieur ont à un certain moment, quand je dis tout, bien sûr, c'est pas chacun, mais globalement, une large majorité a suivi cette logique que j'ai moi-même dû suivre. La logique de je ne me pose pas de questions, je suis le parcours tracé parce que je suis un excellent élève et que... Exactement. Que ça se déroule, quoi. Oui. Ouais. Certains ont dû souffrir pour être excellents élèves, d'autres c'était plus facile pour eux, mais c'est l'idéal qu'on mettait pour tout le monde. Et donc pour ceux pour qui c'était facile, c'est les grandes écoles. Pour d'autres, il faut quand même pousser jusqu'au master. Et donc les études c'était le Graal. Donc cette rencontre avec les étudiants et mes étudiants en particulier était vraiment fondatrice. Et après, commencer une exploration intérieure et à la fois extérieure avec beaucoup de choix, de formation, de rencontres pour vraiment aller sonder cette colère contre l'école, contre cette logique que j'ai dû suivre et pour enfin en faire quelque chose. Il fallait vraiment en faire quelque chose. Ouais. C'était ça en fait. Ouais. Voilà. Donc la rencontre avec Laurent, c'était un moment où j'étais mûre pour transformer la colère en action et pour se dire ok, en fait, c'est ça. On a suivi un chemin, mais maintenant il y a quelque chose à faire en fait. On peut faire quelque chose. Et je me suis retrouvée à rêver de pouvoir accompagner tout, mais tout le monde. J'étais très modeste. Dans mes rêves, c'était vraiment très, très modeste. D'accompagner tout le monde pour réapprendre à tracer sa vie par soi-même. Et je me dis, mais comment je vais y arriver alors que je suis chercheur et prof en méthode d'optimisation de réseau logistique. Bon, ça pas l'air très... Donc voilà, il a fallu après traverser des étapes, s'équiper, s'outiller, s'ouvrir, lire pour pouvoir être... Bien sûr, ce rêve n'était pas aussi explicite au départ. Ouais. C'était un puzzle que je rassemblais pièce après pièce, année après année. Ouais. J'adore les métaphores que tu utilises pour parler de ce chemin parce que souvent quand on se retourne tout fait sens et on arrive à connecter les points et à se dire oui évidemment c'est logique, c'est cohérent, mais sur le coup on avance dans le flou, dans le brouillard, on sait pas le point vers lequel on va. Complètement. Et c'est le plus grand challenge pour tous ceux qui se posent des questions. Ouais. C'est de se dire, parce qu'après coup c'est facile pour moi aujourd'hui de dire voilà c'était ça le sens, bien sûr, mais le sens met du temps en fait. Ouais. Et donc, en attendant de vraiment poser un sens global qui nous fait accepter ce qui se passe, il faut tolérer une forme d'ambiguïté, il faut tolérer une forme d'incompréhension. Et ça, c'est le challenge le plus important. Ouais. T'en as parlé, t'as beaucoup travaillé sur la notion de prise de décision. Au point d'établir une méthode de prise de décision que tu enseignes, qui est présente dans Primavera. Ça veut dire quoi, puisqu'on est dans les grands idéaux autour de la carrière, etc. Ça veut dire quoi prendre une, entre guillemets, bonne décision? Ça existe, ça? Alors, dans mes cours à Centrale, oui. Oui, voilà. Oui, parce que, on va dire, il y a prendre des décisions de manière... logique et rationnelle pour optimiser des quantités de choses. Et quand on sait mettre des quantités de choses, on va savoir trouver la bonne décision qui donne la meilleure quantité ou la meilleure forme d'énergie ou la meilleure répartition des ressources. Ouais. Et en fait, il se trouve que on a, mais la plupart ceux qui sont passés par l'école ont inconsciemment eu ce message-là sans être passé par des cours de recherche opérationnelle comme je l'enseignais. Mais cette culture, en fait, de trouver la meilleure solution, l'optimum,
la chose qui maximise, elle a dépassé les murs des amphis et elle a imprégné nos comportements, nos choix. Et justement, dans Primavera, je fais réfléchir les élèves sur cet aspect-là. Dans quelle mesure ce que nous avons accueilli comme message de manière consciente ou inconsciente a modelé notre fonctionnement et notre manière de faire. Donc oui, la recherche de la bonne décision, théoriquement, oui, il y a des méthodes pour ça, conçues pour les situations économiques. Oui. Maintenant, on est dans la vraie vie, parce que même les situations économiques, il faut les aborder autrement quand c'est dans la vraie vie. Et se dire qu'il y a une bonne décision, c'est juste une chimère. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Non, en fait, il n'y a pas. Les décisions, elles se prennent. Ce qui est le plus important, c'est comment on prend la décision. Qu'est-ce que je mets comme fondamentaux à la base de cette prise de décision, comment je la prends, quel impact ça fait sur moi, et puis après aussi, comment j'accueille ce qui, une fois que j'ai pris ma décision, comment je reste dans l'ouverture pour apporter les ajustements qu'il faut. Donc c'est beaucoup plus complexe, on va dire, que juste se dire, il y a une bonne décision quelque part dans cet univers et je vais devoir la trouver. Ah oui, quelle pression. Mon Dieu. Ouais. J'aime bien ce que tu dis ça sur ça parce que on rend les choses vertigineuses. On leur rajoute des tas d'histoires et de couches de choses qu'on se raconte à leurs propos qui nous paralysent et nous tétanisent. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur ton parcours. Tu dis maintenant avec le recul, je me dis que j'ai bien fait de pas me battre à cette époque-là. C'était pas le moment. Sur le coup, ça te paraissait peut-être une mauvaise décision, j'en sais rien, mais c'était la bonne. C'était un mauvais débat. Oui, c'est devenu la bonne en fait. Oui, c'est devenu la bonne. Absolument. C'est ce recul-là qui permet de dire ok, il s'est passé ça. Soit c'est un fait. La suite peut rendre le passé plus ou moins glorieux. Plus ou moins acceptable, plus ou moins source de fierté. Donc, ça nous appartient toujours en fait d'agir sur le passé. Oui. Alors avec Laurent Paulet, avec votre équipe, tu accompagnes des individus qui sont en questionnement professionnel et tu me disais que c'était souvent les femmes qui entreprenaient de questionner leur parcours plus que leurs homologues masculins. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. À quoi t'attribues ça déjà? Alors, c'est un constat, et plus qu'un constat, c'est vraiment un fait, parce que là, ça fait 10 ans maintenant. Et au-delà de Primavera, avec mes expériences personnelles, et je pense que ceux qui nous écoutent peuvent aussi en faire le constat eux-mêmes autour d'eux, dès qu'il s'agit, même dans les cercles de développement personnel, en fait, dès qu'il s'agit de se poser des questions, d'ouvrir une porte pour dire « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux faire, moi ?» pour transformer une situation. Alors là, en effet, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Chez Primavera, on oscille dans les années entre 60 et 70%, les deux tiers globalement, de femmes. Bon, pour moi, c'est logique. Alors, raconte-nous. Pour moi, c'est naturel. Et je l'attribue au courage des femmes. Que j'aimerais vraiment, pour cette occasion, vraiment leur rendre hommage. C'est courageux, non pas parce qu'elles ont choisi d'être courageuses, on ne le choisit pas, peut-être on l'est et on le devient et on accepte de l'assumer. Les femmes ont des parcours beaucoup plus difficiles que les hommes. Je pense que je sais pas si on peut contester ça, mais c'est une réalité. Elles ont un parcours difficile. Parcours pro, parcours... C'est en tout, en fait. En tout. Dans la société, la société est construite de telle sorte que pour une femme, eh bien, c'est plus facile de faire ses preuves. C'est plus difficile, de faire ses preuves. C'est plus difficile de montrer qui on est. C'est plus difficile d'être tel qu'on est. C'est plus difficile et notamment dans le monde du travail, de se conformer à une logique qui a été beaucoup conçue de manière masculine, la logique de la performance, de la quantité, de la productivité, voilà. Donc ça ne prend pas en compte tous les attributs un peu féminins.
et qui appartiennent à l'histoire d'une femme ou à sa manière de tracer un chemin. Je pense qu'aucun homme ne pourra vraiment jamais vivre ce tiraillement que vit une femme qui attend un enfant et qui travaille et qui voit dans les yeux de ses collègues ou de son management la peur déjà et le calcul de qu'est-ce que ça va impacter sur la performance, sur sa performance. Aucun homme ne peut vivre le tiraillement que vit une femme quand elle va... elle fait grandir des enfants à la maison et elle a besoin de temps et elle doit se positionner sur certains horaires parce que c'est pas possible. Elle doit faire des compromis. C'est beaucoup plus difficile pour une femme. Et on attend d'elle qu'elle soit au même niveau, sur les mêmes critères que les hommes. Donc, les tiraillements sont beaucoup plus fréquents, plus profonds. Ça touche à son rôle en fait fondamental vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de la société. Et donc c'est pas des sujets simples en fait qui se posent à une femme et très tôt, très tôt, des jeunes filles. Mais tu crois pas que moi ce que je suis d'accord avec toi et j'ai un peu envie de challenger aussi ça parce que moi j'ai l'impression que autant on est socialisé pour être excellente partout. On nous attend au tournant, en particulier sur la maternité. On n'a jamais été aussi exigeant sur ce qu'est une bonne mère qu'aujourd'hui et une bonne professionnelle. Mais moi, j'entends aussi beaucoup d'hommes qui aimeraient... Tu vois, il y a une espèce de quelque chose d'un peu sourd qui n'est pas partageable publiquement encore. On est en train d'y venir. Mais où le tiraillement, ils l'expriment pas. Ils n'ont pas peut-être les mots ou l'espace pour le dire. Mais je sais pas si tu perçois ça aussi, toi, peut-être dans les nouvelles générations que vous accompagnez chez Primavera, mais ma question, c'est toujours comment est-ce qu'on crée aussi de l'espace pour que les hommes puissent se poser cette question, tu vois, que ça soit pas, finalement, d'une certaine manière, c'est un privilège qu'on a aussi. Ça nous prend la tête et ça demande du courage et c'est pas confortable, mais je me dis, il y a aussi une forme de, quelle chance on a de pouvoir le faire. Comment on aide les hommes à avoir la place de ça? Alors, tu as raison, parce que j'aime bien mettre des propos un peu tranchés, parce que pour moi c'est vraiment une réalité et qui a été longtemps, on va dire, non discutable. Oui, tout à fait. C'est vraiment là, par contre, dans les signaux faibles, oui, je vois venir vers Primavera, je vois venir des hommes et pas forcément les jeunes générations. C'est, je pense, une question d'époque. Il y a une question d'autorisation. Qu'on intègre de plus en plus à se dire, mais mince, il y a quelque chose de plus important dans la vie, il faut que je me pose ces questions-là. Et je vois des hommes prendre ce courage-là et se donner ce droit-là. Alors oui, comme tu dis, il y en a qui n'ont pas les mots encore ou qui ne... Mais je vois que c'est beaucoup plus décomplexé qu'avant. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais par rapport à ta question, comment on peut faire pour ça, en général, je suis pas partisane de l'interventionnisme. C'est quand même une pulsion de développement en fait, ça, cet appel-là, ce courage de se poser des questions, de se donner ce droit-là, d'aller vers du meilleur. Donc, on peut pas le provoquer, mais faisant confiance à l'époque qui est en train de, on est en train de changer collectivement, et donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et c'est génial, ça veut dire que peut-être un équilibre en fait social va en découler. J'adore ton expression pulsion de développement, c'est magnifique. Non, c'est vrai parce que il y a une coach que j'adore et qui parle tout le temps du fait qu'on s'intéresse toujours au développement de l'enfant. C'est très courant de parler des stades de développement de l'enfant, mais on n'arrête pas de se développer à 18 ans, on continue de se développer et on aime bien se moquer du développement personnel en France, on prend ça un peu de haut, tu sais, c'est un peu... justement, c'est un peu mou, c'est pas des sciences dures, mais en fait, quelle chance, quoi, de se dire qu'on se développe tout le temps. Complètement. Et alors, le débat sur le développement personnel, je pense que c'est plus une représentation provoquée par comment les choses se sont installées, mais le développement en soi, c'est une réalité psychologique dont on est peu éclairé.
parce que voilà, ça fait pas partie des enseignements que l'on reçoit. C'est pas très important ça en fait. À l'école, faut savoir calculer, faut savoir faire des intégrales triples. Mais bon, le développement, laissons ça pour les littéraires. Moi, j'ai vraiment adoré ces découvertes-là en psychologie, et ça fait partie de ce qu'on à Primavera, de ce qu'on transmet pour permettre justement cette compréhension et rendre la chose beaucoup plus acceptable et dire ok, c'est normal, je traverse une zone normale. Oui. Ça fait partie de mon développement et c'est plutôt chouette en fait. Il y a vraiment des opportunités qui vont découler pour moi et c'est chouette. Ouais. On est dans une période qui valorise, mais j'ai presque envie de dire glorifie la reconversion, l'entrepreneuriat. C'est le Graal, la solution à tout. Mais ma question, c'est quand rester dans son job, quand persévérer et quand partir? Est-ce que tu as... Est-ce qu'il y a, pareil, il n'y a pas de bonne décision, mais est-ce qu'il y a quand même des éléments qui permettent de s'orienter? Ouais. Alors oui, comme chaque époque, il y a des modes et aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat, c'est prôné comme une solution pour tout le monde. Voilà, je me garderai bien de donner des leçons et de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais quand partir et quand rester? En fait, comme je te disais au début de notre échange, chacun va ressentir un seuil différent en fait de tolérance au mal-être. Parce que évidemment c'est plus un symptôme que l'on va ressentir, c'est ne pas se sentir bien et donc on va fonctionner en termes de solution tout de suite. Partir pourrait être une solution. Ok, c'est bien de penser à ça. Donc des personnes vont partir très vite dès qu'elles se sentent privées d'autonomie d'action par exemple, ou qu'elles sentent leurs valeurs vraiment touchées, parce que pour elles ce n'est pas c'est insupportable. Et donc elles prennent le risque de partir. D'autres attendront beaucoup plus longtemps, peut-être même jusqu'à ce que le corps commence à parler, ou voilà. Donc chacun vit son histoire et gère son mal-être comme il peut et comme il a envie de le vivre au fond. Je dis pas il a envie, c'est pas conscient souvent. C'est au fond, voilà, c'est ce qu'il a peut-être besoin de vivre à ce moment-là. Donc pour moi, je ne donnerai pas vraiment de recette quand il faut partir et quand il faut rester. Le plus important, c'est d'être conscient de ses choix. Si je reste, pourquoi je reste? Si je pars, pourquoi je pars? C'est le plus important, en fait. C'est important ce que tu dis sur la tolérance à l'inconfort, parce que j'ai l'impression qu'on attend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de son job, de sa carrière, qui doit nous nourrir, tu vois, on attend de l'épanouissement dans son travail, il y a beaucoup d'attentes, quoi. Donc, comment on peut peut-être attendre moins et donc aussi répartir ces attentes dans d'autres domaines aussi, peut-être. Ça aussi, peut-être que c'est un phénomène social qui est en train de changer petit à petit par ces signaux faibles que l'on voit. En France particulièrement, le travail est très important. Il est à la fois mal aimé, parce qu'il est source de souffrance, et c'est pour ça qu'il est encore plus source de souffrance, parce que, par exemple, en Angleterre, il y a moins de mal-être, globalement, en tout cas ressenti, bien que les conditions ne soient pas fondamentalement différentes, mais c'est la perception, c'est comment on le ressent. Et c'est justement lié aux attentes que tu évoques, parce qu'on met des attentes énormes sur le travail. En France, c'est par le travail qu'on se réalise, c'est par le travail qu'on existe, c'est par le travail qu'on se définit, c'est par le travail socialement qu'on est reconnu. Donc c'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup, Et si ça ne fonctionne pas, c'est toute l'identité, en fait, qui est remise en question. Alors, comment répartir? Je pense que ces signaux-là de mal-être, de déséquilibre et d'inconfort participent à ça. Ils viennent à un moment dire: écoute, il y a peut-être quelque chose qui se passe, peut-être que tu peux revoir la situation, peut-être que tu peux faire autrement, peut-être qu'il faut baisser l'enjeu par rapport au travail, peut-être, voilà. Ça, c'est des petites alertes à prendre au sérieux, parce qu'elles peuvent vraiment donner accès à des solutions. Et justement, tu l'évoques à demi-mot, mais cette notion d'équilibre, vie pro, vie perso, équilibre temps de vie, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Et comment tu as cherché à préserver le tien?
Alors, ce que ça veut dire pour moi, je le prends et j'ai l'habitude aussi de le voir beaucoup chez nos élèves à Primavera, comme faisant partie des symptômes les plus fréquents. Quand on est mal au boulot, beaucoup disent en premier lieu comme symptôme, c'est ma vie privée est entamée par le travail, je m'en connais plus, j'ai plus le temps pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Donc oui, l'équilibre est entamé. Et c'est, pour moi, c'est souvent un symptôme de quelque chose d'autre. Mais là aussi, un symptôme très précieux, parce que si on commence à se dire, mince, c'est déséquilibré, alors peut-être qu'en effet, il y a des choses à tirer de là. Peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est touché là comme valeur? Qu'est-ce que ça vient toucher? Ou qu'est-ce que ça me retire comme envie? Qu'est-ce qui n'est plus possible pour moi de faire avec ce rythme-là, avec cette charge-là? Et du coup, ça donne accès à des infos. C'est OK, ça me prive de ça, j'aurais envie de ça. C'est telle valeur qui est touchée, parce que pour moi, la présence pour ma famille est importante, parce que je crois dans la construction de mes enfants, de la personnalité de mes enfants par ma présence, par exemple. Et donc, on se connaît mieux. Donc, si on reste juste sur équilibre vie perso et on se dit, OK, ça va pas, je vais aller ailleurs où les horaires sont plus flexibles, où c'est plus... en fait, on rate une occasion en or pour mieux se connaître et donc pour mieux choisir. Et tu disais comment je gère le mien. Oui, enfin, est-ce que ça a été un sujet pour toi? Est-ce que t'es maman aussi, toi? Alors non pas que ce soit le fait d'être mère qui amène à se poser ces questions, mais souvent ça les rend plus fortes. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance donc d'avoir eu mon métier de professeur et chercheur pendant 18 années à temps plein, mais j'avais mes heures de cours, la recherche. Et quand ça dépassait, parce qu'il n'y a pas de frontière vraiment dans ce métier, il n'y a pas de frontière entre le travail et la maison. Donc, je pouvais moduler, en fait, mon travail. Alors, ça m'a amené, bien sûr, à travailler le week-end, mais je pouvais partir un vendredi à 13h, parce qu'on m'appelle à la crèche, ma fille a de la fièvre. Et sans aucune culpabilité, ni... voilà, mon rythme m'appartenait. J'avais cette chance-là quand mes enfants étaient tout petits. Et puis après, 2013, je lance Primavera. Mes enfants avaient, alors je calcule, 8 et 5 ans, donc ils étaient encore petits. Mais là, en fait, j'ai découvert, et vraiment je témoigne de ça, j'ai découvert que l'énergie que l'on a dépend de ce qu'on fait. Et ça, c'était merveilleux de voir. Primavera, c'était quand même c'est un projet voulu, désiré, dans lequel je m'engouffrais avec appétit, avec enthousiasme, donc j'avais de l'énergie à revendre en fait. Et donc je travaillais beaucoup. J'ai passé vraiment là, on a fait 10 ans, c'était 10 ans vraiment de labeur intense. Et en même temps, j'avais de l'énergie pour mes enfants. Alors, pas beaucoup de temps. En termes de temps, c'est pas beaucoup. Mais quand j'étais présente, j'étais bien présente. Et je pense, je revois des moments où je rayonnais mon plaisir à moi, en fait, d'enfin accéder à un projet professionnel qui me mettait de la joie. Donc, c'était super aussi de voir mes enfants prendre un peu mon vocabulaire, certains moments dans des réunions familiales et témoigner à la famille de situations cocasses qui m'ont entendu raconter, de ce que je vivais. Donc voilà, c'était un bonheur partagé. Finalement, le travail venait égayer, même s'il me prenait beaucoup, mais il apportait cette joie-là. Donc oui, finalement c'est relatif. C'est plus en termes de temps, mais c'est en termes vraiment d'énergie que ça donne. Si on prend, c'est le travail, prendre l'énergie, c'est pour ne pas laisser une trace joyeuse, en fait, on est perdant dans l'équation. Ouais. Et si je calcule bien, donc tes enfants sont en pleine période d'orientation, de questionnement sur leur parcours. Bravo Sandra. T'as vu, je suis forte en matin. Bravo. Non, complètement. Et donc, comment t'abordes cette période-là, toi, avec ton expérience? Qu'est-ce que alors tous les deux, en effet, ils sont en fin de collège et
bac. Et alors 2 personnalités différentes et oui, bien sûr, moi forte de ma propre expérience, j'avais surtout vraiment hâte de voir les choses se passer et de me dire comment moi je vivre ça avec mes enfants. Et très tôt dans leur scolarité, très tôt j'étais plutôt dans le sens de les laisser vivre les choses sans intervenir, voilà, et les laisser observer dans quoi ils sont bien, donc comment ils se projettent. De les équiper en fait. Donc j'ai fait le choix aussi d'une école privée, d'une pédagogie alternative qui leur permet de développer tous les savoirs autres que intellectuels, donc manuels, artistiques, pour avoir voilà un corps, on va dire plus éveillé, plus vif. Et surtout le message que je leur envoie, c'est t'as le droit à l'erreur. T'as vraiment le droit à l'erreur. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. Tente quelque chose, puis de toute façon, ça sera un passage pour autre chose et tu verras bien. Donc, ça, c'est mon message. Et mon histoire personnelle leur transmet autre chose. Leur transmet ma propre expérience, l'excellence académique. Donc, je leur dis, voilà, moi, j'ai vécu ça comme ça. Mais moi, j'ai dû obéir à une certaine logique. Vous êtes dans une autre logique. Donc, faites votre choix maintenant. Voilà, vous êtes libre de vous tromper. Ouais, on revient à cette histoire de bonne décision ou de décision. Il n'y a pas de bonne décision. Tout à fait. Tout est rattrapable. Ah, exactement. Exactement. Ouais. Il y a, je te disais tout à l'heure en off, j'ai passé le week-end avec une amie très chère qui est en plein questionnement pro, qui sait qu'elle est pas bien dans ce qu'elle fait aujourd'hui et qui, tu vois, situation assez classique, la quarantaine, des responsabilités familiales, etc. Et qui me disait, mais je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je ne veux plus, mais je sais pas où je veux aller, je sais pas par quel bout prendre les choses, etc. Je suis sûre que tu en vois plein des gens dans cette situation-là. Est-ce que tu aurais quelques idées de par où commencer quand on est dans cette situation-là, qu'on a de l'ambition et de l'énergie à revendre, mais qu'on ne sait pas comment la diriger? C'est justement, on a eu pas mal de demandes d'aide comme ça, parce que les gens ne sont pas tous tout de suite prêts à enclencher une action pour se dire, ok, je vais faire un choix, mais ont besoin de maturer tranquillement. Et j'avais formulé comme un parcours introspectif avec des questions pour guider les personnes. Là, pour résumer, je pense pour une personne qui commence à se poser des questions, qui ne sait pas par où commencer, je pense que la priorité serait pour elle de prendre du temps. Vraiment. Juste, tu prends du temps, de pas se mettre la pression et de pas avoir d'objectif. De pas se dire dans 3 mois il faut que j'aurai compris ce qui se passe, que j'aurai fait mon choix sur ce que je dois faire. Non, juste de prendre soin d'elle et de prendre du temps, de marcher beaucoup à l'extérieur, de prendre des goûters avec les copines, de se faire du bien. Et on est mieux en fait, on décerne mieux quand on prend ce temps-là, vraiment sans objectif. Sans attente de résultats, sans se dire que j'aurais mieux compris ou mieux. Voilà, prendre le temps. Et puis les choses viendront à elle petit à petit. Et c'est important de leur dire parce que c'est tout à fait contre-intuitif. Dans ces moments-là, on s'agrippe et on se débat et on a envie de trouver des réponses. Oui, parce que absolument. Ça fait peur. Ça c'est une autre pulsion. La peur, c'est quand on voit un mal-être et puis qu'on n'a pas de solution à apporter tout de suite et qu'on ne comprend pas. On commence alors à compter les jours et les heures parce que c'est insupportable. On n'aime pas la douleur en tant qu'être humain. Et pourtant, elle est là pour ça, parce qu'on l'aime pas. Parce que au moins, on est sûr que au bout du compte, on va finir par bouger. Donc, elle se fait entendre la douleur et donc, ok, on bouge. Premièrement, en ne bougeant pas. Voilà, en décidant fermement que oui, ok, je vois, j'entends, j'écoute. Et comme je ne vois pas, je ne comprends pas, je décide calmement d'attendre, en fait, de prendre du temps. Asma, ma dernière question pour toi, c'est de savoir de quoi tu es fière. Alors, de quoi je suis fière? De beaucoup de choses, en fait.
Ça fait pas bien, ça fait un peu présomptueux. Non, pas du tout. non, c'est pour ça que j'adore cette question. Non, vraiment, je suis fière de beaucoup de choses. Fière de mes enfants. Ça, c'est ma petite, ma fierté de maman. Je suis fière de mon parcours. C'est marrant, je repense à une discussion hier avec mon garçon. Qui est attiré par les sciences, qui est bon en fait, qui est vif, qui est bon en maths, et donc qui a envie de faire les sciences. Et il me dit bon, je pense que toi tu serais pas très très d'accord avec ce choix. Je dis mais non, absolument pas. Mais si tu portes pas ton parcours dans ton cœur, ça te laisse. Ben non, mon chéri, je dis, enfin, c'est mon histoire à moi, c'est pas mon parcours. C'est le fait que quand on le suit sans avoir réfléchi. Mais si toi, tu es conscient que tu aimes ça, que tu veux faire ça, il faut le plus important, c'est de savoir après ce que tu vas en faire. Et c'est ce qui va te permettre de continuer ta route consciemment. C'est faire ses choix consciemment. Donc finalement, oui, je le dis aussi à mon garçon, je suis fière de mon parcours parce que je leur raconte beaucoup en fait ce qui s'est passé avant, comment avec leur papy, on en rigole aujourd'hui avec mon papa. Et c'est pour ça qu'il garde cette image. Mais non, en fait, aujourd'hui, je suis capable de dire merci à papa, merci, tu m'as guidée, tu m'as donné vraiment des règles strictes qui m'ont permis de décoder le monde très tôt, qui m'ont permis de cheminer malgré ces règles-là. Et c'est ce qui me permet après, au bout d'un parcours, d'effort et de labeur, mais d'avoir cultiver un capital de capacité, de compétences, qu'aujourd'hui, c'est une force en fait de pouvoir œuvrer pour le développement des personnes en ayant eu ce parcours scientifique qui me donne de la hauteur, qui me donne de la capacité d'analyse, qui me donne suffisamment de recul pour pouvoir mettre en lien des sujets très complexes. Et ça, j'adore ça. Donc finalement, le parcours, je l'ai pas fait par hasard. Ma personnalité s'y prête bien. Donc je suis fière de mon parcours. Je suis fière de mes choix aussi. Je les ai faits longtemps considérant que c'était des choix inconscients qui ne m'appartenaient pas. Mais comme je te le disais, le fait que je m'y suis j'ai repris les choses en main après, finalement je trouve que je les ai transformés ces choix-là. Donc je porte mon passé avec beaucoup plus de légèreté que je l'aurais fait il y a 15 ans. Donc oui, fière de tout ça. Ouais. Merci Asma. Merci Sandra. Merci à toi.